1998. C'est l'année durant laquelle la Station spatiale internationale a officiellement pris ses fonctions. Et depuis ce temps, elle a reçu la visite de plus de 250 astronautes issus de diverses nations. À l'image de plusieurs pilotes de vaisseaux spatiaux, les astronautes et scientifiques de l'ISS ont également fait des découvertes terrifiantes dans le grand vide de l'espace, qui n'est pas pour autant vide. Qu'est-ce que réellement l'ISS ? Quelle est sa mission et qu'est-ce qu'il y a de si terrifiant dans ces découvertes? Regardez jusqu'à la fin pour avoir une réponse claire à ces différentes interrogations. N'hésitez pas à consulter les sources de chacune de nos affirmations disponibles en description de la vidéo. C'est parti! L'ISS, c'est quoi en réalité? C'est en 1983 que l'ancien président des États-Unis, Ronald Reagan, a eu l'une des idées les plus folles de l'époque. Créer une station spatiale qui sera en permanence en orbite basse avec notre planète. Son projet consistait à installer une équipe qui sera chargée de faire des recherches scientifiques au sein de l'environnement spatial. Depuis 1993, le programme a commencé à être dirigé étroitement par la NASA et l'agence spatiale russe, connue généralement sous le nom de Roscosmos. Toutefois, il faut également signaler que les agences spatiales européennes, ESA, japonaises, JAXA et canadiennes, CSA, contribuaient aux études aussi de façon très active. Démarré en 1998, l'assemblage dans l'espace de la Station spatiale internationale et la finalisation de sa construction n'ont pris fin qu'après 13 années de dur labeur. On compte environ 40 vols qui ont permis en général le transport des éléments qui se révélaient nécessaires pour la concrétisation du projet. Si vous trouvez que cela a duré trop longtemps, sachez que ce retard est loin d'être intentionnel et est bien justifié par les coûts budgétaires ainsi que l'accident de la navette Columbia, qui a été nommé responsable sur la date de la mort de 7 astronautes en 2003. Vu le temps consacré à sa construction et le nombre de milliards qui ont été investis, il est évident que l'ISS soit à ce jour la plus grande invention des hommes qui se trouvent en orbite autour de notre planète. Elle se situe à une altitude qui oscille généralement entre 350 et 400 km et fait environ 110 mètres en termes de longueur, 74 mètres en largeur et enfin 30 mètres en hauteur. D'après les données fournies en 2019, sa masse égalait les 420 tonnes. Pour mener à bien les recherches, faire fonctionner les équipements, procéder aux observations et bien d'autres encore, les chercheurs ont évidemment besoin d'une source d'énergie constante. C'est justement la mission des 2500 mètres carrés de panneaux solaires. Et c'est d'ailleurs grâce à eux que l'ISS a le privilège d'apparaître comme le deuxième objet le plus lumineux après notre Lune. Vous avez même la possibilité de l'observer à l'œil nu, juste au moment où elle passe au-dessus de vous. Il existe en ligne de nombreux sites disponibles de prévision qui fournissent l'information concernant son passage. Depuis le mois de novembre 2000, les scientifiques se succèdent sans interruption dans les locaux de cet immense édifice. Depuis 2021 par exemple, ce sont des équipes de 7 astronautes qui s'y rendent et l'occupent en permanence pour des durées de mission variantes entre 3 et 6 mois en général. À la fin de l'année 2019, les chiffres montraient que 239 chercheurs de 19 nations différentes y avaient passé un séjour. Parmi eux, on compte 150 Américains, environ 50 Russes, 4 Français, des Canadiens, des Japonais et des Italiens. La présence française a été enregistrée par le grand Thomas Pesquet, Philippe Perrin et Léopold Eyharts, en compagnie de la première femme européenne de l'espace, Claudie Heineray. Thomas Pesquet a profité d'un premier séjour d'environ 8 mois sur l'ISS entre novembre 2016 et juin 2017, puis un second entre les mois d'avril et novembre 2021. À l'heure actuelle, il prévoit poursuivre l'avenir sur la Lune. Dans le cas où son rêve deviendrait réalité, il sera le premier Européen à se rendre sur le satellite naturel de notre planète. J'ai toujours rêvé d'aller plus loin et plus profondément dans l'espace. J'espère vraiment prendre ma part dans cette prochaine étape de l'exploration spatiale, a-t-il affirmé. Revenons à l'ISS et à la mission des astronautes qui s'y rendent. Chaque astronaute présent sur l'ISS a pour mission d'effectuer des assemblages et de la maintenance pour la station. Mais ce n'est pas tout. L'une de leurs principales tâches consiste à la réalisation des expériences scientifiques. Et c'est justement pour ça que la station a vu le jour. Dans la majorité des cas, les travaux réalisés sont consacrés à l'étude des matériaux, à la biologie, à la météorologie et bien évidemment à l'astronomie. Ils étudient notamment le comportement du corps humain lorsque ce dernier se trouve hors du champ de pesanteur.
chercheurs. Cela relève d'une importance capitale en vue de la préparation du voyage et de la colonisation très proche de Mars. En effet, notre corps a connu des évolutions au fil du temps afin de fonctionner sous l'influence de la gravité de notre planète. Ainsi, lorsque nous nous retrouvons dans un environnement en micro-pesanteur, de nombreux changements se font dans notre organisme. Tous les éléments fluides de notre système, à l'image du sang et du liquide céphalo-rachidien, ont tendance à monter vers la partie supérieure de notre corps. De même, nos muscles et nos os n'ont plus la même masse. La colonne vertébrale se rallonge et pire, les gènes de notre ADN s'expriment de façon tout à fait différente. Il est vrai que la plupart de ces changements finissent par disparaître d'elles-mêmes quand on revient sur Terre. Mais souvenez-vous que les astronautes n'y restent pas plus de 6 mois. Qu'arrivera-t-il donc à une équipe qui passe 3 années à plein temps sur la planète rouge? Voilà une question qui représente pour les chercheurs une véritable énigme. Par ailleurs, les scientifiques font également usage de l'ISS lors de l'élaboration des méthodes de diagnostic ainsi que ceux de soins dans un milieu totalement isolé de notre planète. Il y a également l'enjeu de la survie de l'espèce végétale en général, et particulièrement sa croissance dans un environnement en micro-pesanteur. Il est difficile de prévoir une colonisation de l'espace sans plantes. L'espace n'est pas si vide en fin de compte. Il n'est pas rare que les caméras de l'ISS filment des objets volants qu'on ne parvienne malheureusement pas à identifier, et auxquels ils donnent le nom d'OVNI. Pour ceux identifiés en tout cas, il s'agit très souvent de satellites, de débris de lanceurs ou tout simplement du reflet même des vitres de la navette. On l'affirme donc avec sûreté et conviction que non, l'espace n'est pas vide. Et chaque fois que les scientifiques aperçoivent un nouvel objet depuis les locaux de l'ISS, cela représente un vrai bonheur pour eux. Mais leur joie n'égale pas celle des fans d'OVNI. Selon eux, chaque nouvelle apparition d'objets insolites dans l'espace est une nouvelle preuve de l'existence d'un peuple extraterrestre. Ils affirment le plus souvent qu'il s'agit de vaisseaux spatiaux et que les aliens seraient constamment en train d'épier nos faits et gestes. Pire, lorsque la NASA affirme qu'il s'agit tout simplement d'un débris, comme l'habitude le veut, les rumeurs ne cessent de gagner en ampleur. Ils pensent en effet que les responsables sont déjà en contact avec les extraterrestres et que la NASA fait de son mieux à chaque fois pour dissimuler cette réalité. Selon eux, les vidéos diffusées de l'espace ne seraient pas authentiques ou complètes et montrent uniquement ce que nous avons envie et devons voir. Elle est bien cachotière la NASA d'après eux. Les préjugés l'importent peu et les scientifiques perçoivent donc l'identification des objets comme des exercices et des moments bien amusants. Très récemment, ils ont même observé un objet dont ils ne sauraient les réelles dimensions et qui avançait un peu plus vite dans la même direction que la station spatiale. Il ne leur était pas possible de déterminer la distance à laquelle se trouvait l'objet, mais ils pouvaient quand même le voir se mouvoir au-dessus de la couverture nuageuse. Autrement dit, l'OVNI était en orbite sur notre planète et progressait à basse altitude. Ceci justifie sa grande vitesse. En effet, à mesure qu'on s'éloigne de la Terre, la vitesse de satellisation baisse. Par exemple, au niveau de l'ISS, elle avoisine les 8 km/s, mais au niveau de la Lune, elle ne mesure que 1 km/s. Même si l'OVNI n'a pas encore été identifié avec précision, les hommes de la science ont avancé 4 hypothèses possibles concernant sa nature. Il pourrait donc s'agir d'un débris en orbite, vraiment très basse comme à l'accoutumée, ou tout simplement de l'ombre d'un satellite. Certains pourraient penser qu'il s'agit de l'ombre de l'ISS elle-même, mais l'éclairage des nuages indique clairement que la lumière du soleil provenait bien du haut à droite. La quatrième et dernière hypothèse est bien sûr la moins plausible, suggère qu'il s'agit d'un vaisseau issu d'une autre civilisation. Ce sera donc de façon plus précise un vaisseau d'exploration. Les ovnis sont également observés depuis la Terre. Les observations d'OVNI faites par les chercheurs de l'ISS n'est qu'une petite partie de la grande liste des objets volants non identifiés. La NASA ainsi que plusieurs autres organismes d'observation avaient déjà remarqué à plusieurs reprises des objets volants qu'ils ne sont pas parvenus à identifier avec précision. Autrement dit, ce ne sont pas les hommes de l'espace uniquement qui observent très souvent ces phénomènes. En 2021, le Congrès a exigé du gouvernement américain un rapport non classifié dans le but de faire l'état des lieux concernant la situation des ovnis. Durant les dernières années, en effet, l'armée américaine a déclaré avoir aperçu à plusieurs reprises des objets volants en déplacement de façon erratique dans les airs, sans pour autant arriver à détecter leur nature. De même, il faut reconnaître qu'il est désormais observé, au niveau de l'armée américaine et des dirigeants politiques du continent, le passage d'un état de scepticisme à l'encontre des extraterrestres à un état de curiosité. Vu qu'il existe à ce jour très peu de preuves concluantes, il n'est pas évident de pouvoir confirmer l'existence d'une espèce extraterrestre.
Ce qui n'aide pas vraiment à pouvoir changer les mentalités actuelles qu'ont les terriens à propos de ces phénomènes. Les dirigeants militaires attirent bien l'attention sur le fait qu'il pourrait également s'agir de nouvelles technologies secrètes mises au point par des États rivaux comme la Chine et la Russie. Au regard de l'écho que prend le phénomène, le Pentagone s'est vu dans l'obligation de mettre sur pied un groupe de travail qui s'axera sur les PAN, phénomènes aériens non identifiés, afin de faire une analyse approfondie des observations d'objets volants qui n'ont pas pu être identifiés. 3 mots principaux traduisent la réelle mission assignée à ce nouveau groupe de chercheurs. Détecter, analyser, cataloguer les éléments afin d'avoir une idée sur leur origine, puis mieux comprendre leur fonctionnement. Ils ont essayé au total 120 incidents qui se sont produits au cours des 2 dernières décennies. Au sein de cette masse, le Pentagone a procédé à la déclassification de 3 vidéos qu'il déclare inexpliquées. Du travail effectué par le groupe, il est sorti un rapport qui, d'après certaines sources, ne fournit aucune preuve d'activité extraterrestre sur notre planète et dans notre univers. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que leur existence est reniée. Toujours dans son rapport, le groupe de travail a affirmé qu'aucun des ovnis correspondait à une technologie secrète qui aurait été développée par l'armée américaine. Même s'il est vrai qu'on ne s'attendait pas à des révélations terrifiantes dans ce rapport, son existence, de même que l'implication du gouvernement, sont des preuves que la question liée au PAN est considérée d'une manière plus sérieuse que jamais. On ne parle désormais plus de mythe ni de science-fiction, mais plutôt d'une affaire en relation avec la sécurité nationale. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps avant de réagir? La population ne cesse d'exercer une pression sur les dirigeants publics, une pression qui a fini par les obliger à briser leur silence pour répondre clairement à ce sujet. Comme nous l'avons mentionné au préalable, le peuple croit dur comme fer que les extraterrestres existent bel et bien, et que le gouvernement aurait supprimé les éventuelles preuves obtenues. Ainsi, depuis 2007 déjà, le Pentagone a débuté de façon secrète le recueil d'informations dans le cadre d'un programme qui devrait leur permettre d'identifier les menaces aérospatiales très avancées. D'après les informations obtenues, c'est le sénateur du Nevada, Harry Reid, qui aurait œuvré pour le financement d'un projet du genre. Il était en effet un démocrate qui représente une région englobant la zone 51. Pour ceux qui l'ignorent, la zone 51 est un ancien site militaire où de nombreux théoriciens affirment qu'il y aurait eu des conspirations concernant les restes d'un engin volant qui s'est crashé au sein de la ville de Roswell. L'armée aurait recueilli les débris de ces crashs et serait en train de procéder à leurs études depuis 1947. De hauts dirigeants se prononcent sur la question des ovnis. Plusieurs hauts responsables ainsi que des présidents de la plupart de grandes puissances mondiales n'ont pas manqué l'occasion pour s'exprimer publiquement sur le sujet des ovnis et de l'existence ou non des extraterrestres. Le premier a été John Podesta, le directeur de campagne d'Hillary Clinton. Connue comme l'une des plus grandes adeptes de la théorie des ovnis, qui a promis au cours de la campagne de 2016 qu'elle publierait officiellement l'intégralité des rapports du gouvernement classifiés qui abordent la question des extraterrestres, si jamais elle est élue. De même, au cours d'une interview assez récente sur YouTube, l'ancien président Donald Trump a affirmé qu'il ne divulguera à personne ce qu'il a appris sur les extraterrestres. Pas même à sa famille. Je ne vous parlerai pas de ce que je sais à ce sujet, mais c'est très intéressant, a-t-il affirmé. Barack Obama aussi s'est exprimé sur le sujet. En effet, il avait déclaré à James Corden, alors animateur de télévision, « Quand je suis entré en fonction, j'ai demandé « Est-ce qu'il y a le laboratoire quelque part où on garde les spécimens extraterrestres et le vaisseau spatial ?» Et vous savez, ils ont fait un peu de recherche et la réponse était non. Il a poursuivi ses propos en affirmant qu'il était très sérieux. Le gouvernement était en possession d'images ainsi que d'enregistrements d'objets volants dans le ciel qu'il ne parvenait pas du tout à identifier. D'après les propos d'Obama, les informations existantes sur ces phénomènes étaient totalement basiques. Il leur était impossible de décrire le mouvement des objets, leur trajectoire, leurs origines. Selon Obama, il était vraiment temps de mener les études qu'il faut afin d'essayer d'apprendre beaucoup plus sur le sujet de ce qu'on sait déjà. Même au sein du Congrès, la question est devenue une réelle actualité alimentant les débats aussi bien chez les démocrates que les républicains. Du côté de l'armée et de certains responsables des services de renseignement, il y a plusieurs témoignages de faits à caractère intrigant. La majorité des rapports qui semblent être crédibles proviennent des pilotes qui déclarent avoir observé clairement des ovnis non loin de plusieurs installations militaires d'entraînement. John Ratcliffe, un ancien directeur du renseignement national qui était aux commandes de 18 agences de renseignement américaines, a fait un résumé d'un phénomène étrange à Fox News. Franchement, il y a beaucoup plus d'observations que ce qui a été rendu public.
Il poursuit en affirmant: nous parlons d'objets qui ont été vus par des pilotes de la marine ou de l'armée de l'air, ou qui ont été repérés par des images satellites, qui s'engagent franchement dans des actions difficiles à expliquer. D'après lui, les observations faites sont difficiles à reproduire, et on ne pourrait même pas envisager une telle chose, car nous ne possédons pas encore la technologie nécessaire pour le faire. Il faudrait également des vaisseaux spatiaux qui auraient la possibilité de franchir le mur du son sans avoir besoin au préalable d'un banc sonique. Et nous ne disposons pas de cela à l'heure actuelle. Par ailleurs, dans un récent épisode de CBS 60 minutes, 2 pilotes de la Navy ont déclaré avoir observé dans le Pacifique un objet qui semblait refléter l'intégralité de leurs divers mouvements. L'un d'eux a décrit la scène avec plus de précision, en affirmant que l'objet était plutôt petit avec la forme d'un tic-tac, à l'image des bonbons de menthe qui possèdent une forme oblongue. L'un des témoins, Alex Dietrich, et ancien pilote de la Navy aussi, a renchéri en ces termes. Et c'est exactement ce à quoi il ressemblait, sauf qu'il se déplaçait très rapidement et de manière très erratique, et que nous ne pouvions pas anticiper dans quel sens il allait tourner ou comment il manœuvrait, comme il le faisait, ni quel était son système de propulsion. Il n'y avait pas de traînée de fumée apparente ou de propulsion. Il n'avait pas de surface de contrôle de vol apparente pour manœuvrer de la manière dont il le faisait. L'espace, les ovnis, les extraterrestres, voilà autant de sujets qui ne cesseront sûrement jamais de faire naître des débats dans le rang des divers acteurs du voyage spatial. En attendant donc que de nouvelles découvertes soient faites et de nouvelles hypothèses soient émises, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de celles qui vous ont été dévoilées ici. Pensez-vous avoir partagé une expérience, quelle qu'elle soit?